7 dépenses inutiles qui gardent 99% des gens pauvres, selon Warren Buffett. Je me rappelle d'un jour où j'étais chez un ami, dans son salon, et il m'a montré fièrement son dernier achat. Une montre, presque 2000 €. Il rayonnait. Et pourtant, 2 minutes plus tard, il m'a avoué qu'il ne savait pas comment il allait payer son loyer le mois suivant. Ce moment-là, il m'est resté en tête pendant des années. Parce que ce n'était pas un cas isolé. C'était au fond l'histoire de beaucoup de gens autour de nous, des gens qui travaillent dur, qui gagnent correctement leur vie, et qui pourtant, année après année, restent au même endroit financièrement. Pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce que l'argent, il file entre leurs doigts sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et en y réfléchissant, en observant les gens autour de moi, ceux qui stagnent et ceux qui avancent, j'ai fini par remarquer un schéma. Un schéma qui revient, presque à l'identique, chez toutes les personnes qui ont du mal à sortir la tête de l'eau financièrement. 7 habitudes, 7 dépenses qui, prises isolément, semblent innocentes, presque normales, mais qui, additionnées, année après année, tiennent des gens éloignés de la liberté qu'ils prétendent vouloir. Alors, aujourd'hui, je te propose quelque chose de simple. On va les regarder ensemble, une par une, sans jugement, juste avec honnêteté. Parce que si tu te reconnais, même un peu, dans une seule de ces 7 habitudes, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer ta façon de voir l'argent pour de bon. 7 dépenses inutiles qui gardent 99% des gens pauvres, selon Warren Buffett. Première dépense inutile. Une voiture de luxe, alors que tu n'es pas encore stable financièrement. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais un pote, appelons-le Karim, qui venait de décrocher son premier vrai salaire. Rien d'extraordinaire, un poste correct, un salaire correct. Mais Karim, lui, il avait une idée fixe depuis le lycée. Le jour où il aurait de l'argent, il roulerait en Mercedes. Pas une Clio, pas une Golf, une Mercedes. Point final. Et devine quoi? 3 mois après son premier salaire, il l'a fait. Crédit sur 60 mois, mensualité qui mangeait presque la moitié de son revenu. Il était fier, tu vois. Il postait des photos, il se sentait arrivé. Sauf que 6 mois plus tard, je l'ai revu. Et Karim, il n'était plus le même. Il évitait les sorties entre potes parce qu'il n'avait plus 1 euro. Il repoussait ses rendez-vous chez le dentiste. Il empruntait de l'argent, à moi, à d'autres, pour tenir jusqu'à la fin du mois. La voiture, elle brillait toujours sur le parking. Mais lui, à l'intérieur, il s'effondrait. Et c'est là que j'ai compris un truc que personne ne t'apprend à l'école. Une voiture de luxe, ce n'est pas un signe de richesse. C'est souvent le contraire. C'est un signe qu'on n'a pas encore compris ce que c'est, être riche. Parce que regarde autour de toi. Les gens vraiment fortunés, ceux qui ont bâti quelque chose de solide, ils roulent rarement en grosses cylindrées dans leurs premières années. Ils roulent en voiture d'occasion, discrète, fiable. Pourquoi ? Parce qu'ils savent une chose fondamentale. L'argent qui dort dans un moteur, c'est de l'argent qui ne travaille pas pour toi. Une voiture, ça ne rapporte rien. Ça perd de la valeur dès que tu sors du garage. Ça te coûte en assurance, en entretien, en carburant, en crédit. Pendant ce temps, cet argent-là, s'il était investi, s'il était mis de côté, s'il servait à construire quelque chose, un petit business, une formation, un apport pour un bien, il grandirait. Il travaillerait pour toi, au lieu que tu travailles pour lui. C'est ça, la vraie différence entre paraître riche et être riche. Karim, il paraissait riche. Mais il n'avait aucune marge de manœuvre. Le moindre imprévu, une panne, une perte d'emploi, une urgence médicale, et tout son équilibre s'écroulait. Il vivait sur un fil. Et je ne dis pas ça pour te faire la morale, hein. Je le dis parce que je suis passé par là, à ma façon. On a tous eu ce moment où on a voulu se prouver quelque chose avec un objet. C'est humain. Le problème, c'est quand cette envie prend le pas sur la stratégie. Alors la vraie question à te poser, ce n'est pas « est-ce que je peux me le permettre ce mois-ci ?» La question c'est « est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de la liberté que je veux vraiment ?» Parce qu'au fond, ce que la plupart des gens cherchent en achetant une voiture de luxe trop tôt, ce n'est pas la voiture, c'est le regard des autres. C'est cette validation extérieure, ce besoin de dire « j'ai réussi » avant même d'avoir posé les bases. Karim, aujourd'hui, il a fini par revendre sa Mercedes.
À perte, bien sûr. Et il m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié. J'ai voulu montrer que j'étais arrivé, avant même d'être parti. C'est exactement ça, le piège. On achète le symbole avant d'avoir construit la réalité derrière. Alors si toi, aujourd'hui, tu n'es pas encore stable financièrement, pas de fonds d'urgence, pas d'investissement, pas de vraie sécurité, la voiture de luxe, elle peut t'attendre. Elle sera toujours là dans 2 ans, dans 5 ans, mais cette fois, tu la paieras cash, sans qu'elle te paie, elle, en stress et en nuit blanche. La vraie liberté, ce n'est pas ce que tu conduis, c'est ce que tu ne dois à personne. Deuxième chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent, deuxième dépense inutile, acheter ou construire une maison comme une résidence principale. Je vais te raconter une histoire. Mes parents, comme beaucoup de gens de leur génération, ont passé 25 ans à rembourser un crédit immobilier. Leur maison, ils l'ont eue à 60 ans. Fatigués, avec une retraite modeste et un bien qui, au fond, ne leur avait jamais vraiment appartenu. C'était la banque qui l'avait possédé pendant 25 ans. Eux, ils payaient juste le droit d'y vivre. Et pendant tout ce temps, je me souviens de mon père qui répétait la même phrase. Au moins, c'est un investissement. C'est ce qu'on nous a toujours dit, non ? Achète ta résidence principale, c'est le meilleur placement de ta vie, c'est ce que fait tout le monde, c'est ce qu'il faut faire pour être quelqu'un de sérieux. Sauf qu'un jour, j'ai croisé un ami investisseur, quelqu'un qui avait vraiment construit un patrimoine solide, et je lui ai posé la question un peu naïvement. « Toi, t'as acheté ta maison quand ?» Il m'a regardé et il m'a dit « Je loue, et je ne compte pas acheter ma résidence principale avant longtemps. » J'étais choqué, un mec qui gagne bien sa vie, qui pourrait s'offrir une belle maison et qui préfère louer. Il m'a expliqué un truc que je n'avais jamais vu sous cet angle. Une résidence principale, ce n'est pas un investissement. C'est une dépense qui a l'apparence d'un investissement. Parce qu'un vrai investissement, ça te rapporte de l'argent. Ta résidence principale, elle t'en coûte. Les intérêts du crédit, les taxes foncières, l'entretien, les travaux, l'assurance. Et pendant que ton argent est englouti là-dedans, il ne travaille pas ailleurs. Il ne finance pas un investissement locatif, une part d'entreprise, un portefeuille qui, lui, génère un revenu. Et surtout, il m'a dit ce truc qui m'a marqué. Une maison, ça t'immobilise, au sens propre comme au figuré. Le jour où une opportunité en or se présente à 300 km de chez toi, un job, un projet, une occasion en or, tu es coincé. Tu as un crédit sur 20 ans, une maison à vendre, un marché qui n'est peut-être pas favorable ce jour-là. La liberté de mouvement, celle qui permet de saisir les opportunités, tu l'as sacrifiée pour des murs. Ce n'est pas que la propriété soit une mauvaise chose en soi, attention. Le problème, c'est le timing et la priorité. Beaucoup de gens achètent leur résidence principale en premier, avant même d'avoir construit un vrai patrimoine. Ils mettent toute leur capacité d'emprunt, toute leur épargne, dans un bien qui ne rapporte rien, au lieu de d'abord faire fructifier leur argent ailleurs. Les gens qui construisent une vraie richesse, ils font souvent l'inverse. Ils investissent d'abord dans des actifs qui produisent des revenus, dans l'immobilier locatif, dans des entreprises. Et la résidence principale, elle arrive après comme une conséquence de la richesse, pas comme un raccourci vers elle. Alors la prochaine fois qu'on te dit « il faut acheter, c'est mieux que de payer un loyer pour rien », pose-toi la vraie question. Est-ce que cet achat va te rapporter de l'argent ou est-ce qu'il va juste t'enfermer dans un crédit pendant 25 ans? Mon père, il est fier de sa maison et je le comprends. Mais il n'a jamais eu la liberté de dire non à un emploi qu'il détestait parce qu'il avait un crédit à rembourser. Moi, je préfère construire ma liberté avant de construire mes murs. Troisième chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent, ce sont les marques de luxe. Il y a quelques années, j'avais une collègue, appelons-la Sarah, qui gagnait un salaire tout à fait correct, sans être extraordinaire. Mais Sarah, elle avait une passion, les sacs à main de luxe, Louis Vuitton, Chanel, ce genre de choses. Chaque trimestre, ou presque, elle s'offrait une nouvelle pièce. « Je le mérite », elle disait, « c'est mon petit plaisir ». Et un jour, on a discuté vraiment comme on ne discute jamais entre collègues. Elle m'a confié qu'elle n'avait presque rien de côté, zéro épargne de sécurité. Et pourtant, dans son dressing, il y avait facilement 15 000 € de sacs et de vêtements de marque. 15 000 € qui dormaient là sur une étagère pendant qu'elle n'avait pas un centime pour affronter un imprévu. Et c'est là que je me suis posé la question qui change tout.
Pourquoi on achète des marques de luxe? Sois honnête avec toi-même une seconde. Ce n'est presque jamais pour la qualité. Un sac à 50 € et un sac à 3000 €, souvent, ils tiennent aussi bien l'un que l'autre. Non, ce qu'on achète vraiment, c'est le logo. C'est ce que le logo dit aux autres sur nous. Et c'est exactement le piège. Parce que les marques de luxe, elles ont compris un truc essentiel avant nous tous. Elles ne vendent pas des produits, elles vendent un statut. Elles vendent l'idée que si tu portes leur nom, tu appartiens à un monde que souvent, tu n'as pas encore les moyens de rejoindre. Et cette idée-là, elle est tellement puissante qu'on est prêt à payer 10, 20, parfois 50 fois le prix réel de fabrication juste pour un symbole cousu sur du tissu. Je me souviens d'un mot qu'un mentor m'avait dit, un jour où je lui montrais fièrement une nouvelle montre que je venais de m'offrir. Tu sais, les gens vraiment riches, la plupart du temps, on ne les reconnaît pas dans la rue. Et il avait raison. Regarde les personnes qui ont vraiment construit un patrimoine solide, discrètement, sur des années. Elles ne portent pas nécessairement du Gucci de la tête aux pieds. Elles investissent, elles font fructifier, elles restent invisibles, parce qu'elles n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce qui est cruel dans cette histoire, c'est que les marques de luxe ciblent justement les gens qui n'ont pas encore la richesse, mais qui veulent en donner l'apparence. Ceux qui l'ont vraiment souvent n'ont plus ce besoin-là. C'est presque un paradoxe. Plus tu cours après le symbole de la richesse, plus tu t'éloignes de la richesse elle-même. Parce que chaque euro dépensé dans un logo, c'est un euro qui ne travaille pas pour toi, qui ne s'investit pas, qui ne compose pas d'intérêt sur le long terme. Sarah, 1 an après notre conversation, elle a changé quelque chose. Pas radicalement. Elle n'a pas tout arrêté du jour au lendemain. Mais elle a commencé à se poser la question avant chaque achat. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour le regard des autres? Et rien que cette question-là, elle lui a fait économiser des milliers d'euros en 1 an. De l'argent qu'elle a mis, pour la première fois, dans un placement. Alors, la prochaine fois que tu es devant une vitrine, devant ce logo qui brille et qui te donne l'impression que tu vas enfin avoir l'air d'avoir réussi, pose-toi la même question. Parce que la vraie richesse, elle ne se porte pas sur l'épaule. Elle se construit en silence, loin des regards, pendant que les autres continuent de payer pour un logo. 4e chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent, c'est de voyager dans des business alors que tu n'es pas encore libre financièrement. Un jour, dans un aéroport, j'attendais mon vol comme tout le monde, assis dans le hall économique, avec mon café à 3 €. Et à côté de moi, il y avait un jeune homme, la petite trentaine, qui parlait fort au téléphone. Il racontait à quelqu'un qu'il venait de réserver un billet en business pour son prochain voyage. Faut se faire plaisir, la vie est courte, il disait. Et je me souviens m'être demandé, discrètement, est-ce que ce mec a vraiment les moyens de ce plaisir-là, ou est-ce qu'il vient de sacrifier quelque chose de bien plus important sans le savoir? Plus tard, dans la file d'embarquement, le hasard a voulu qu'on discute un peu. Et il m'a avoué, presque en riant, qu'il avait mis ce billet sur sa carte de crédit. 3 fois le prix d'un billet classique, pour un vol de 6 heures. 3 fois plus cher, pour un siège plus large et un verre de champagne. Et pendant ce temps, il me disait aussi qu'il rêvait de lancer son propre projet un jour, quand j'aurais un peu d'argent de côté. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'assez brutal. Cet argent-là, celui du billet en business, c'était peut-être exactement l'argent qui lui manquerait plus tard pour lancer ce projet dont il rêvait. Ce n'était pas un manque de moyens qui le retenait. C'était ses propres choix. Parce que voilà la vérité que personne n'aime entendre. Voyager en classe business, quand tu n'es pas encore libre financièrement, ce n'est pas voyager mieux. C'est payer très cher pour un confort temporaire, alors que ce même argent, investi, aurait pu un jour te payer, à toi, une liberté permanente. Regarde-le autrement. Un billet en classe économique et un billet en business, la plupart du temps, ils t'amènent exactement à la même destination, à la même heure. La seule différence, c'est le chemin. Et ce chemin plus confortable, il peut coûter 2, 3, parfois 5 fois plus cher. Cet écart de prix-là, si tu le places, si tu l'investis année après année, il peut devenir un capital. Un capital qui, un jour, te permettra de voyager en business, non pas parce que tu l'as payé avec un crédit, mais parce que tes investissements le financent pour toi, sans effort. C'est toute la différence entre dépenser pour se sentir riche aujourd'hui et construire pour être riche demain. Le confort immédiat, c'est séduisant, je ne vais pas te mentir. On travaille dur, on a envie de se récompenser,
C'est humain. Mais il y a une différence énorme entre se faire plaisir avec ce qui reste après avoir sécurisé son avenir et se faire plaisir en hypothéquant cet avenir sans même s'en rendre compte. Les gens qui ont vraiment construit une indépendance financière, ceux qui n'ont plus besoin de retourner travailler un lundi matin, ils te le diront presque tous la même chose. Ils ont volé en économique pendant des années. Ils ont attendu. Ils ont investi la différence, patiemment, sans se presser. Et aujourd'hui, la business, ils la prennent parce que leur argent travaille pour eux, pas parce qu'ils travaillent pour rembourser un caprice. Le jeune homme de l'aéroport, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais j'espère, sincèrement, qu'il a fini par comprendre cette différence-là avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vraie question à te poser avant chaque dépense de confort, ce n'est pas « est-ce que je le mérite ?» c'est « est-ce que ce plaisir aujourd'hui vaut plus que la liberté que je pourrais avoir demain ?» Cinquième chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent. Ça, c'est pour les hommes, c'est d'investir dans des femmes alors que tu es encore pauvre. Courir derrière les femmes alors que tu n'as encore rien construit de solide. La nature des femmes est hypergamique, ça veut dire qu'elles cherchent toujours le meilleur sur tout le plan. Financier, sexuel, physique, comme tu veux, toujours le meilleur. On ne peut pas se battre comme ça. C'est comme ça, et ça restera comme ça. Je vais te raconter une histoire. J'avais un ami, appelons-le Yanis, qui dès qu'il rencontrait une femme qui lui plaisait, changeait complètement de comportement avec l'argent. Restaurant hors de prix dès le premier rendez-vous. Cadeaux disproportionnés au bout de 2 semaines, sorties qu'il ne pouvait objectivement pas se permettre. Et à chaque fois, il me disait la même phrase. Il faut montrer qu'on est sérieux, qu'on peut offrir une belle vie à une femme. C'est comme ça qu'elle va m'aimer. Un soir, après une énième soirée où il avait dépensé l'équivalent d'1/4 de son salaire en une nuit, je lui ai posé une question toute simple. « Pourquoi tu fais ça ?» Et il est resté silencieux un long moment. Puis il m'a répondu, presque malgré lui, « Parce que j'ai peur que sans ça, je ne sois pas suffisant. » Et c'est là que j'ai compris ce que je voyais depuis des années sans vraiment le nommer. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la compensation. Yanis n'avait pas un problème d'argent, il avait un problème de confiance, il n'avait pas encore compris la nature féminine, et il essayait de le résoudre avec sa carte bancaire. Ça, c'est un piège dans lequel tombent énormément d'hommes qui commencent à réussir ou en s'en sortir financièrement, pas seulement en amour d'ailleurs, au travail, en amitié, partout où on a peur de ne pas être assez. On se dit que si on dépense plus, on paraîtra plus solide, plus stable, plus désirable. Mais la vérité, c'est que ce genre de dépense ne construit rien. Ça ne renforce pas une relation, ça ne prouve rien de durable. Ça soulage juste, pendant quelques heures, une angoisse qui, elle, revient toujours. Et le pire, c'est que ce mode de fonctionnement peut devenir un cercle. Plus on dépense pour se rassurer une femme, plus on s'habitue à associer valeur personnelle et pouvoir d'achat. Résultat, on rentre dans une relation ou une situation avec un déséquilibre financier qui n'a jamais été discuté, jamais assumé, et qui finit toujours par peser sur la durée. Ce n'est bon ni pour le compte en banque, ni pour la relation elle-même. Parce qu'une relation construite sur l'impression, plutôt que sur l'authenticité, tient rarement debout. Yanis, quelques mois plus tard, s'est retrouvé dans une situation difficile. Plus d'économie, une carte de crédit chargée et une relation qui, malgré tout cet argent dépensé, n'avait pas duré. Ce n'était pas la faute de l'autre personne. C'était parce que toute cette dépense n'avait jamais répondu à la vraie question qui était en lui depuis le début. Alors la leçon, elle est simple et elle vaut pour beaucoup de situations dans la vie, pas seulement celle-ci. Ce n'est jamais l'argent qui construit la confiance ou la valeur qu'on a aux yeux de quelqu'un. C'est le contraire. C'est en travaillant sa propre stabilité intérieure et financière qu'on arrête d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit à coup de dépenses. La générosité, la vraie, elle vient d'un endroit différent. Elle est réfléchie, elle est cohérente avec ce qu'on a réellement. Elle ne cherche pas à impressionner. Et paradoxalement, c'est souvent cette sincérité-là, cette stabilité tranquille, qui inspire bien plus confiance qu'un restaurant hors de prix ou un cadeau qu'on n'a pas les moyens de s'offrir. Alors, avant de sortir la carte pour prouver quelque chose aux femmes, demande-toi honnêtement. Est-ce que je fais ça
parce que j'en ai vraiment envie ou parce que j'ai peur de ne pas être suffisant sans ça. Sixième chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent, ce sont les derniers téléphones, les derniers ordinateurs, les derniers outils qui vont sortir sur le marché. Je vais te raconter une histoire. Je me rappelle d'un collègue, quelques années en arrière, qui changeait de téléphone à chaque sortie d'un nouveau modèle, littéralement. Le jour de la sortie, il était devant le magasin, parfois même la veille au soir, et à chaque fois, la même excuse. L'appareil photo est meilleur, il est plus rapide, j'en ai besoin pour le travail. Sauf que son ancien téléphone, celui qu'il venait de revendre à moitié prix, il avait tout juste 1 an. Un jour, je lui ai demandé, presque par curiosité, « Tu utilises vraiment toutes ces nouvelles fonctions ?» Il a réfléchi 2 secondes et il m'a répondu, en riant presque nerveusement, « Honnêtement, non. Je fais toujours la même chose avec messages, appels, réseaux sociaux. » Et pourtant, chaque année, il remettait 800 000 € sur la table pour un objet qui, dans les faits, ne changeait presque rien à sa vie. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'assez simple, mais que beaucoup de gens refusent de voir. Les entreprises de technologie ont bâti un modèle économique entier autour d'un seul sentiment humain. C'est l'insatisfaction permanente. Elles ne vendent plus un outil qui répond à un besoin. Elles vendent l'idée que ce que tu as déjà n'est plus suffisant. Que si tu n'as pas la dernière version, tu es en retard, tu es dépassé, presque ringard. Et le pire, c'est que ce mécanisme, il fonctionne à merveille, parce qu'il ne s'attaque pas à la raison, il s'attaque à l'émotion. Personne n'a besoin d'un nouveau téléphone tous les ans, mais tout le monde, à un moment, a envie du nouveau téléphone. Et cette envie-là, elle nous coûte année après année des sommes qui, mises bout à bout, représentent des montants énormes sur une vie entière. Je fais le calcul avec toi, rapidement. Imagine 1 000 € par an, juste pour suivre les sorties technologiques, téléphone, ordinateur, accessoires. Sur 10 ans, ça fait 10 000 €. Sur 20 ans, 20 000 €. Et cet argent-là, s'il avait été investi au lieu d'être dépensé, il aurait pu, avec le temps, se transformer en un capital réel, en une source de revenus, en une vraie sécurité. Au lieu de ça, il finit dans un tiroir, sous forme d'anciens téléphones qu'on n'utilise même plus. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont vraiment construit quelque chose de solide financièrement, ils ont souvent une relation complètement différente avec la technologie. Ils gardent leurs appareils tant qu'ils fonctionnent. Ils changent quand c'est nécessaire, pas quand c'est tentant. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens du dernier modèle, ils les ont largement, mais parce qu'ils ont compris que la valeur d'un objet, ce n'est pas sa nouveauté, c'est son utilité réelle. Mon collègue, avec le temps, a fini par changer d'approche. Un jour, il a gardé son téléphone 2 ans, puis 3, et il m'a avoué que, étrangement, rien dans sa vie n'avait changé en mal. Il travaillait aussi bien, communiquait aussi bien, vivait aussi bien. La seule différence, c'est qu'il avait, pour la première fois, un peu d'argent de côté à la fin de l'année. Alors, la prochaine fois qu'une pub ou qu'une story te donne cette petite pointe d'envie pour le dernier modèle qui vient de sortir, pose-toi une question simple avant de sortir la carte. Est-ce que mon appareil actuel fonctionne encore ou est-ce que c'est juste mon envie qui a changé? Parce que la vraie richesse, elle ne se mesure pas à la date de sortie de ce que tu possèdes. Elle se mesure à ce que tu choisis de garder, pendant que les autres continuent de courir après la prochaine version. 7e chose dans laquelle tu dois arrêter de jeter ton argent, ce sont les dépenses inutiles pour les loisirs et divertissements coûteux. Je vais te raconter une histoire. J'avais une amie, appelons-la Léa, qui sortait quasiment tous les vendredis et samedis soirs. Boîte de nuit, bar branché, resto entre filles et parfois les 3 dans la même soirée. Chaque semaine, sans exception. Et à chaque fois, la même scène. Entrée en boîte, vestiaire, 2 ou 3 cocktails à 15 € pièce, un taxi pour rentrer parce qu'il est trop tard pour le métro. Facilement 100, 150 € par soirée, parfois plus. Un jour, on a fait les comptes ensemble, presque par jeu. Je lui ai demandé « Tu dépenses combien par mois en sortie ?» Elle a réfléchi, elle a compté sur ses doigts et elle est arrivée à un chiffre qui l'a elle-même surprise. Environ 500 € par mois, rien que pour sortir, danser, boire un verre avec des amis. 500 € mois après mois, année après année. Et je lui ai posé la question suivante, celle qui change tout. Et dans 1 an, qu'est-ce qui te reste de tout ça ?
Elle est restée silencieuse, parce que la vérité, c'est que ce qui reste d'une soirée en boîte de nuit, c'est un souvenir flou, une fatigue le lendemain, et un compte en banque un peu plus vide. Ce n'est pas que ces soirées n'apportent rien. Attention, le lien social, le plaisir, la détente, tout ça a une vraie valeur. Le problème, ce n'est pas de sortir. Le problème, c'est de sortir sans jamais se demander à quel rythme et à quel prix. Parce que là où ça devient dangereux, c'est quand ça devient une habitude automatique plutôt qu'un choix conscient. On sort parce que c'est le vendredi, pas parce qu'on en a vraiment envie ce jour-là précisément. On suit le groupe, on suit la pression sociale, on a peur de rater quelque chose, cette fameuse angoisse de manquer l'événement. Tout le monde la connaît. Et cette peur-là, elle nous coûte cher, littéralement. Fais le calcul avec moi, comme je l'ai fait avec Léa. 500 € par mois, ça fait 6 000 € par an. Sur 5 ans, ça fait 30 000 €. 30 000 € qui partent en verre, en entrée de boîte, en taxi de fin de soirée. Et cet argent-là, s'il avait été en partie mis de côté, en partie investi, il aurait pu devenir un apport pour un projet, un matelas de sécurité, le début d'un vrai patrimoine. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont réussi à se construire une stabilité financière solide, ils ne sont pas nécessairement ceux qui ne sortent jamais, qui vivent enfermés chez eux à économiser chaque centime. Non, ce sont plutôt des gens qui ont appris à faire un tri. Ils choisissent leurs sorties, ils les savourent pleinement, mais ils ne les multiplient pas par automatisme. Une soirée par mois, bien choisie, avec les bonnes personnes, elle apporte souvent plus de plaisir réel que 4 soirées répétitives où, au fond, on fait toujours la même chose. Léa, avec le temps, a changé sa façon de voir les choses. Elle n'a pas arrêté de sortir, ce n'est pas ça le message. Elle a juste commencé à se demander, avant chaque sortie, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je fais ça par habitude, par peur de rater quelque chose? Et rien que cette question, elle lui a permis de diviser ses dépenses de loisirs par 2, sans pour autant se sentir plus triste ou plus isolée. Au contraire, elle m'a dit qu'elle profitait davantage des sorties qu'elle choisissait vraiment. Alors voilà, on arrive à la fin de cette liste. 7 dépenses, 7 habitudes, qui, prises une par une, semblent presque anodines. Une sortie ici, un gadget là, un petit plaisir qu'on pense mériter. Mais additionnées, année après année, elles peuvent représenter la différence entre une vie de liberté financière et une vie où on court toujours après le mois suivant. La bonne nouvelle, c'est que rien de tout ça n'est une fatalité. Ce n'est pas une question de gagner plus, c'est une question de choisir consciemment où va chaque euro. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de sortir la carte, pose-toi juste cette question toute simple. Est-ce que cette dépense construit quelque chose pour moi ou est-ce qu'elle me garde, sans que je m'en rende compte, exactement là où je suis? Voilà, on a fait le tour. Cette habitude, cette petite fuite qui, mise bout à bout, explique pourquoi tant de gens travaillent dur toute leur vie sans jamais vraiment avancer. Et si tu t'es reconnu dans une ou deux d'entre elles, ce n'est pas grave. Moi-même, j'y suis passé. La différence, ce n'est pas de ne jamais se tromper, c'est le moment où on décide de regarder les choses en face, honnêtement, et de changer. Alors commence petit. Une seule habitude, cette semaine. Et regarde, dans un an où tu en seras, dis-moi en commentaire laquelle tu vas changer en premier.